Bonsoir, bienvenue dans le journal de l'Afrique. À la une de l'actualité africaine, les autorités congolaises imposent un couvre-feu dans 2 villes du Nord Kivu, décision au lendemain de manifestations anti-gouvernement violemment réprimées. Pour la première fois au Mali, les réseaux sociaux sont complètement bloqués, et ceci au lendemain de violents affrontements entre jeunes et police à Bamako, mais pour l'instant, personne n'explique ce blocage. Et puis comme chaque jeudi, notre série l'été, l'eau à la bouche. Cette fois, nous mettrons le nez dans les marmites des mamas de Lagos, levées depuis l'aube pour servir des plats aux habitants très exigeants. En République démocratique du Congo, les autorités ont décrété jeudi un couvre-feu à Beni et Butembo, 2 villes du Nord Kivu, au lendemain de manifestations antigouvernementales violemment réprimées par les forces de l'ordre. Affrontements qui ont fait, je vous le rappelle, 3 morts. Les habitants ont aussi décrété Beni ville morte. Aucun commerce n'était ouvert. À Kinshasa, Thomas Nicolon. Des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle. Voilà ce que me disait le maire de Beni en référence à ce couvre-feu qui a été décidé par les autorités dans la ville de Beni, donc, mais à Butembo également, à une 50aine de kilomètres de Beni. Le couvre-feu commence à 19 h, il se termine à 6 h du matin et il va durer maximum 15 jours. Selon le maire de Beni, toujours, ce couvre-feu va permettre d'installer à nouveau un climat apaisé à Beni, alors que selon lui, quotidiennement, des rumeurs circulent selon lesquelles les rebelles préparaient une nouvelle attaque. Il s'agirait, selon le maire, d'une stratégie des rebelles pour installer un climat de terreur permanent à Beni. Selon la société civile, on n'est pas convaincu que ce couvre-feu soit la meilleure solution aux problèmes de la ville. On voudrait plutôt que les autorités s'assoient et discutent avec la population afin de trouver, je cite, des solutions plus pratiques et plus efficaces. Ce couvre-feu fait donc suite à un nouveau massacre dans la périphérie de Beni qui a fait de nombreuses victimes dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 50 morts selon la société civile, une quarantaine selon le gouvernement. Et le gouvernement justement rappelle que des enquêteurs sont sur place sur les lieux du massacre afin d'essayer de trouver davantage de réponses. Seulement voilà, le gouvernement aurait remarqué des mouvements suspects de nuit sur les lieux du massacre. Et le gouvernement estime donc que certaines personnes essaieraient de faire saboter l'enquête. Voilà pourquoi le couvre-feu a été décidé. Et on reste en République démocratique du Congo pour parler cette fois de santé publique. Cette semaine a débuté dans le pays une campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Nicolas Germain. La douleur de l'aiguille dans le bras n'est jamais agréable, mais les parents savent que les vaccins sauvent des vies. L'épidémie de fièvre jaune qui a débuté en Angola en janvier est arrivée au Congo. Le gouvernement et des ONG veulent vacciner 10 millions de Congolais en 10 jours. Surtout dans les grandes villes. C'est très important parce que dans une ville, la transmission de la fièvre jaune, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus dangereux vu la quantité de personnes dans les milieux urbains. La fièvre jaune peut tuer jusqu'à 50% des cas les plus graves. Il n'y a pas de traitement, mais le vaccin empêche d'attraper la maladie. Nous avons fait la queue pendant longtemps, car je sais que cette épidémie a tué beaucoup de gens en Angola. On est venu se protéger, on a attendu patiemment. Face à une pénurie de vaccins, les autorités ont décidé d'utiliser seulement 1/5 de la dose classique, car cela suffit à protéger la personne pendant au moins 1 an. Ici, on traite par des fumigations les zones les plus touchées. Si la fièvre jaune se développait dans la mégapole de Kinshasa, certains experts redoutent que les moustiques infectés pourraient voyager au-delà de la région et l'épidémie pourrait alors devenir globale. Et au Congo voisin, à Brazzaville, la demande de mise en liberté provisoire du général Mokoko a été rejetée. Candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars dernier, il a été inculpé et détenu depuis 2 mois pour atteinte à la sûreté de l'État. Jean-Marie Michel Mokoko s'est vu également notifié d'une nouvelle inculpation pour incitation au trouble à l'ordre public. Mais son avocat va de nouveau demander une mise en liberté provisoire. Écoutez. Nouvelle procédure, bien entendu, nous allons formuler la mise en liberté provisoire pour l'ensemble des chefs d'accusation. Nous allons le faire le plus vite parce que nous estimons, au regard des éléments de fait et de droit, que sa place n'est plus à la maison d'arrêt. Il offre de suffisantes garanties de représentation, il a constitué 4 cabinets d'avocats et il a toujours déféré aux convocations et autres invitations des institutions judiciaires. Il est privé même de ses passeports, donc il ne peut pas se mouvoir.
Au Mali, au lendemain d'une manifestation réprimée par la police et où une personne a été tuée, les réseaux sociaux ne fonctionnent plus et c'est la première fois dans le pays. Mais ni les opérateurs de téléphonie ni le gouvernement n'expliquent ce soudain blocage. La manifestation de mercredi demandait la libération de l'animateur de radio Rasbat. Il avait lancé justement un appel à la mobilisation sur Facebook. À Bamako, les utilisateurs sont agacés et se posent des questions. Je pensais que ma connexion ne fonctionnait pas, mais par finir, j'ai vu que mon Viber fonctionnait et puis tout le reste, mais Facebook de tous les côtés, c'était mort. Ça m'a un peu dérangé, sérieusement. En fait, c'est bizarre parce que je crois que c'est pas à cause de la manifestation qu'il y a eu hier qu'on doit couper Facebook aux gens. On estime qu'il y a eu une rétention d'informations, ce qui n'est pas tout à fait normal, vu que la liberté d'expression est considérée comme l'une des valeurs fondamentales de la démocratie. Propos recueillis par notre correspondant Kaourou Magassa. Et suite et fin de notre série dans le lac Tchad, notre reporter a cette fois rencontré des Tchadiens qui ont fui la Centrafrique à la suite de la crise de 2013. Ils avaient rejoint Bangui pour raisons économiques, mais de retour au Tchad, ils sont désormais sans papier, sans logement dans leur propre pays. Julie Dungeloff les a rencontrés à Gaoui, c'est à 15 km de la capitale N'Djamena. Des centaines de tentes et à l'intérieur 5200 personnes. On les appelle les retournés de Centrafrique. Ils sont tchadiens, avaient migré vers la Centrafrique pour des raisons économiques. En 2013, ils sont rapatriés d'urgence. Depuis 3 ans, ils attendent ici, dans le camp de Gaoui, à 15 km de la capitale. Adja a 30 ans, 6 enfants et plus de mari. Il a été tué pendant les violences à Bangui. Elle nous interpelle dès notre arrivée sur le site. Regarde où on vit. Il n'y a rien ici. Rien à manger. On vit dans la boue et les déchets. Avec la pluie, on habite dans une grande flaque. Viens à l'intérieur. Viens voir. C'est horrible. Sous la tente, une chaleur écrasante, une humidité omniprésente, quelques effets personnels emportés dans la fuite. Moi, je veux juste un toit décent pour vivre avec mes enfants et refaire ma vie. Depuis 2 ans, les humanitaires ont déserté le camp, faute d'investissement des autorités locales. Ces femmes et ces hommes n'ont plus de documents d'identité et se retrouvent donc sans papier dans leur propre pays. Impossible de travailler, de refaire sa vie. L'objectif, c'est de pouvoir débloquer suffisamment d'argent pour offrir 6 mois d'assistance au loyer pour ces communautés et leur permettre de sortir du site. Et les femmes notamment, qui sont des petites commerçantes, ont besoin de 500 000 francs, ce qui est 1 000 $ pour recommencer une activité économique et donc quitter ce cercle vicieux de l'assistance. Il faudrait 5 à 10 millions d'euros pour fermer définitivement le site de Gaoui et permettre à ces hommes et ces femmes de retrouver une vie décente, à ses enfants les chemins de l'école. Notre point quotidien aux Jeux Olympiques de Rio et 2 espoirs de médailles en athlétisme à l'occasion des demi-finales dames du 800 mètres cette nuit. La Burundaise Francis Niyonsaba pourrait ramener une 2e médaille olympique historique pour le pays. À 23 ans, elle a de grandes chances de se qualifier. Elle qui fait jeu égal avec une autre favorite, la Sud-Africaine Caster Semenya, une athlète qui revient de loin. Son profil avec notre envoyé spécial à Rio, Benoît Perrochet. Berlin, 20 août 2009, finale du 800 mètres dames aux mondiaux de Berlin. Une date que Caster Semenya n'oubliera sans doute jamais. Médaillée d'or après avoir assommé la course. Le début également d'un long calvaire pour la toute jeune sud-africaine alors âgée de 18 ans. Une voix jugée trop grave, une morphologie estimée trop masculine. Le doute s'installe. L'athlète sud-africaine est obligée de se soumettre à des tests de féminité. Elle est placée, mise à l'écart du monde de l'athlétisme. Et finalement, quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. L'athlète est intersexuée. Un trouble qui lui permet de sécréter davantage de testostérone qu'une femme ordinaire, autorisée finalement par la Fédération internationale de l'athlétisme à reprendre la compétition en 2010. Elle est médaillée d'argent aux 800 mètres lors des Jeux de Londres. Depuis, elle a quasiment changé de vie, elle a changé d'entraîneur, elle a également déménagé à plus de 100 km de Johannesburg, dans une petite ville sud-africaine, loin des regards indiscrets. Et puis elle s'est mariée à une autre sportive, Caster Semenya, qui est aujourd'hui considérée à sa
sa juste valeur, pas une athlète d'exception, mais une sportive de haut niveau capable de remporter une médaille d'or olympique. Sa demi-finale sur le 800 mètres est à suivre à 2h31 dans la nuit de jeudi à vendredi. Et nous terminons avec l'eau à la bouche, notre série de l'été qui nous emmène ce jeudi au Nigeria, découvrir ce qu'on appelle la street food, ces établissements à même la rue qui nourrissent les habitants toute la journée. À Lagos, on les appelle les mamas put, traduisez mama, serre-moi ça, et les mamas s'activent et elles vous servent des spécialités locales, de la mala, du foufou ou du yam. Dégustation avec Moïse Gomis. Près de 5 ans que Justina loue cet emplacement où elle tient un restaurant à ciel ouvert au cœur de Lagos. Sous son parasol, Justina s'active pour servir des spécialités culinaires du Nigeria, si bien que sa cantine ne connaît pas la crise. Je suis très heureuse. Parfois, j'ai envie de bavarder avec mes clients. Alors on discute et ça me permet d'oublier mes soucis. C'est pour ça que j'aime ce travail. On peut voir de nouveaux visages tous les jours. Tous les plats vendus par Justina sont préparés ici, derrière le restaurant informel. Les clients ont accès à la cuisine et peuvent vérifier que tout est bien confectionné à base de produits frais. Ces femmes sont à leur poste une dizaine d'heures par jour. Certaines commencent dès 2 h du matin. Celles habitant trop loin dorment sur place et anticipent l'arrivée des premiers clients. Beaucoup retournent chez elles uniquement le week-end. Autour d'ici, il y a des banques et des entreprises. Et les gens qui travaillent viennent prendre leur petit déjeuner chez nous. Alors on ouvre entre 6h30 et 7h. Donc on se lève tôt pour cuisiner. Tout est prêt avant 5h30 ou 6h. La concurrence est pourtant rude dans la restauration rapide d'à Lagos. Mais ces cantines de rue répondent à une clientèle très exigeante. Ici, chacun peut choisir lui-même son morceau. Et en s'asseyant à ces tables, on s'engage à payer comptant pour en retour être servi le plus vite possible, avec la garantie de manger une cuisine locale et surtout du jour. Elles utilisent des épices locales. Ça aide à renforcer le système immunitaire. C'est en partie pour cela que je mange dans ces cantines de rue. L'État de Lagos vient de démarrer une campagne de destruction de milliers de commerces informels de rue. Néanmoins, ces femmes restent confiantes. Elles cuisinent à côté de sièges de grandes entreprises et elles sont convaincues qu'en cas de coup dur, beaucoup de clients viendront défendre leur restaurant. Et bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, Paris Direct continue avec Pierrick Laurent. On se retrouve dans 45 minutes pour une nouvelle édition africaine. Restez sur France 24.